What's up guys? Bienvenue parmi nous pour un autre épisode du Learn and Earn podcast. Aujourd'hui, on va parler de je sais pas trop quoi parce que Gory m'a dit j'ai des questions à te poser, je vais juste te poser des questions, il m'a même pas dit c'est quoi. Donc j'ai le droit à une entrevue spéciale, tenez-vous prêts, c'est parti! Alright. Ben, un des sujets que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est le sujet qu'on avait parlé avec Gab. Tu t'en souviens l'autre fois? Écoute, on parle de beaucoup de sujets entre nous. On parle du sujet, l'affaire d'ancrage. Ah, les biais d'ancrage. C'est ça. OK. Exactement. Ben, avant qu'on voit un peu plus en détail par rapport à ce sujet, juste explique un peu pour tous ceux qui ne savent pas, c'est quoi exactement ces biais d'ancrage? Dans le fond, on en parle souvent. Là, ça fait peut-être un petit bout que j'ai pas nécessairement parlé de biais, mais en général, on a ce qu'on appelle des biais, ou en anglais bias. Et on va avoir des biais, par exemple, des biais émotionnels, des biais de confirmation, etc. Ces biais-là, ce sont des décisions rapides ou des perceptions qu'on a du monde qui vont se faire rapidement dans notre tête pour nous sauver de l'énergie mentale. On sait que notre corps a besoin d'énergie pour survivre. Et le corps a décidé, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour penser, parce que penser, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire fonctionner le cœur, le foie, les poumons, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre cerveau va avoir des ancrages, des heuristiques qui nous permettent de prendre des décisions rapides sans avoir à utiliser beaucoup d'énergie cérébrale et d'énergie en général. Comme ça, l'énergie peut être utilisée ailleurs. Le défi, c'est que ces heuristiques dans la vie de tous les jours, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Mais dans le trading et dans l'investissement, c'est en général, même gros général, juste mauvais parce que ça va nous faire prendre des décisions émotionnelles, des décisions qui sont mauvaises. Ça va nous faire croire quelque chose et venir confirmer cette chose-là. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation où on va venir voir une certaine information à plusieurs reprises et finir par croire que c'est vraiment ça. Par exemple, c'est vraiment bon d'acheter ou c'est vraiment mauvais. Et en plus, avec tous les appareils électroniques, Instagram, même ChatGPT et tout ça maintenant, on est encore plus dans des biais parce que si j'écris « Pourquoi est-ce que Bitcoin est mauvais? » Ben demain, sur YouTube, tout ce que j'ai, c'est pourquoi est-ce que Bitcoin est mauvais et ça va juste venir renforcer ma croyance et renforcer ce biais de confirmation que c'est mauvais ou que c'est bon dans l'autre sens. Et dans ces biais-là, il y en a une multitude et un de ces biais, c'est un biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, il est beaucoup utilisé même dans le marketing. Par exemple, les compagnies vont vous mettre une offre, une télévision à 1 000 $ et ils vous ancrent sur ce prix-là. Donc, toute la publicité, tout ça, ils t'ancrent sur le fait que la télé vaut 1 000 $. Mais ensuite de ça, ils vont te dire, ben là, elle est seulement 6,99 $. Et ça te donne l'impression que tu as un rabais. Mais peut-être que la vraie valeur de la télé, c'est 500 $. Là. Mais parce qu'on t'a ancré à 1000 et que maintenant on te l'offre à 6,99 $, ça te donne cette sensation-là. Très utilisé aussi dans du luxe, que ce soit des magasins de luxe, surtout par exemple des horlogeries, hein, des montres. Par exemple, tu rentres pour prendre une montre, puis ils vont te montrer la montre, je ne sais pas trop quoi, à 55 000 $, qui est fait avec du céramique de blablabla. Puis dans le fond, la montre, il te la vend pendant 30 minutes à 55 000 $. Puis après ça, il vient t'en montrer une autre à comme 18 000 $. Puis là, tout d'un coup, tu as la sensation, ah ben 18 000 $, 55 000 $, OK, c'est pas si cher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On t'a ancré à un certain prix avant de descendre à un autre prix. C'est quelque chose de très utilisé. Et dans l'investissement et le trading, on voit souvent la même chose. Donc, les gens vont être ancrés à un certain prix. Et quand ça passe au-dessus de ce prix-là, l'actif peut avoir l'air cher, même s'il est encore à un bon prix. Mais ça, c'est un peu plus rare. Ce qu'on va voir plus souvent, c'est l'inverse. On va voir quelqu'un qui va avoir un actif, par exemple, 200 $ par token ou 200 $ par action, peu importe, 200 $ pour l'actif. Et là, ça descend, exemple, à 120 $. Et il se dit, ah, hey, c'est passé de 200 $ à 120 $. Donc, mon ancrage, c'était 200 $. Maintenant que je le vois à 120 $, 6 mois plus tard, psychologiquement, ça a l'air d'un bon prix parce que c'est passé de 200 $ à 120 $. Donc, je suis comme, ah, ben, ça a baissé le prix, ça a corrigé. Ce qui est vrai, ça ne veut pas nécessairement dire cependant que c'est à un bon prix, même si le prix a descendu. Mais je suis mentalement ancré à avoir vu cet actif à 200 $ l'unité. Et là, maintenant, il est à 120 $.
Ouais. Puis pour moi, c'est un sujet qui était vraiment important parce que j'ai un bon ami à moi, il est allé faire une consultation récemment où que, tu vois, en tout cas, il s'informait par rapport à la bourse, la crypto, puis tout ça. Puis il est allé à une consultation et dans une des consultations qu'il est allé avec un monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce monsieur lui a dit beaucoup d'informations qui étaient extrêmement intéressantes. Puis, il était excité, il était comme « let's go, je veux commencer ». Il y avait quelque chose qu'on appelle du FOMO, « fear of missing out », puis du hype, tu vois. Et ça faisait du sens. Il y avait tellement de... Dans sa tête, lorsque le monsieur lui parlait, lui, dans sa tête, il connectait un point, un autre point, un autre point. « OK, je commence live ». Mais finalement, après il y a eu une conversation avec moi, puis avec quelqu'un d'autre, avec Sam aussi. Puis finalement, on a réalisé que comme tout ce qu'il a dit, oui, pour les gens de tous les jours, ça fait du sens. Oui, pour les gens de tous les jours, c'est quelque chose qui a l'air tellement logique, mais l'information paraissait bien. Mais lorsqu'on revoit un peu plus en détail, on a réalisé c'est quoi le mot que tu as utilisé, du bias, du biais? Un biais. Ouais, un biais. Il y a plein de types de biais, là, c'est large. Ouais. Tu as des biais d'ancrage, des biais émotionnels, des biais de confirmation, des biais de ci, des biais de ça. Home bias, tu as des billets de groupe. J'écoutais un truc par rapport à la CIA qui expliquait comment des fois ils font des erreurs parce que tu as un billet de groupe. Et vu que plusieurs personnes dans le groupe pensent la même chose, et surtout si c'est plusieurs experts, par exemple, imagine tu as un petit groupe de comme 15 experts qui ont le plus d'expérience dans ce domaine, genre 15 des meilleurs chirurgiens, et ils croient tous la même chose. Même si tu as d'autres bons docteurs ou chirurgiens qui voient quelque chose de différent, ils vont comme annuler ce qu'ils ont vu et commencer à croire ce que les 15 médecins qui ont plus d'expérience ont vu, parce qu'ils sont comme, yo, les 15 ont vu ça, et vu qu'ils ont plus d'expérience, et finir par commencer à être comme, ah oui, ça fait du sens, même si à la base, ils avaient vu quelque chose qui ne faisait pas de sens. Ça, c'est un billet de groupe. Et dans le trading et l'investissement, tu le vois aussi, ça a beaucoup des billets de masse et de groupe. Toi, qu'est-ce que Sam, tu nous disais, c'est qu'il y a une différence entre évaluer un actif par rapport à le temps, puis l'évaluer par rapport à son prix. Ouais, exact. Et j'aimerais ça que tu puisses partager avec tout le monde. C'est quoi la différence? Puis, en même temps, est-ce que ça veut vouloir dire qu'un est mauvais et moins bon que l'autre ou... Mais on a déjà parlé un petit peu de ça, hein, comme il y a un podcast qu'on a fait il y a quelques temps où je parlais de la voiture rouge qui passe, puis tu évalues la valeur de la voiture rouge, pas le moment où elle va passer, parce que c'est impossible de savoir le moment où elle va passer, mais c'est possible de savoir combien une Mazda rouge de telle année vaut avec tant de kilométrage. Et dans le fond, c'est un petit peu ça aussi qu'on vient voir avec un billet de confirmation. C'est que les gens, ils vont regarder le temps et le prix et ils vont se dire, ah ben, hey, il y a un an, c'était à tel niveau. Là, ça fait 6 mois que ça descend. Si ça fait 6 mois que ça descend et que c'est rendu à 120 $, ça devrait être bon. Mais c'est complètement faux. Il y a un exemple comme ça que Benjamin Graham montre qui est un des mentors, même je dirais le principal mentor à Warren Buffett. Là maintenant, bien sûr, il est décédé, Benjamin Graham, depuis loin de bout. Mais il montre un exemple d'un actif qui était 40 $. C'était 40 $ par action. Puis ça passe de 40 $ à comme 20 ou 25 sous en comme 2 ou 3 ans. Puis il y a énormément de médias qui rentrent dessus quand il est comme à 20-30 sous, puis qui sont mis, oh, il faut acheter. Puis plein de gens qui sont comme, il faut acheter, cette compagnie est bonne, ça fait aucun sens que ce soit allé. J'ai dit 40 $? Mm-hmm. Je pense que c'est 4 $. Ouais. En tout cas, c'était comme 4 $, pas 40. 4 $ comme 20 sous, puis les gens sont comme, ça fait aucun sens que ça soit à 20, 30 sous, cette action valait 4 $, blablabla, puis c'est une bonne compagnie, puis etc., etc. Donc, Benjamin Graham, il s'y intéresse et il fait, OK, je vais aller voir. C'est vrai que c'est quand même une grosse descente, que la compagnie a l'air intéressante. Donc, il commence à évaluer la compagnie, il commence à tout évaluer, puis il réalise, d'après lui, ça vaut 0. Parce que Benjamin Graham, quelque chose qu'il explique beaucoup, c'est tu n'achètes pas des actions, tu achètes la compagnie. Tu n'évalues pas l'action, tu évalues en premier la business. Puis donc, en évaluant la business et tout, il dit cette business ne fait pas de sens. Ils vont comme cette business vaut 0. Comme
ce stock, ces actions valent zéro. Alors, tu vois, les gens, ils l'ont vu à 4 $, ça passe à 20 sous, ils vont malade mental. C'est vrai que c'est énorme, là, 4 $ à 20 sous. Et ils sont sûrs qu'ils ont un bon prix. Mais ça reste surévalué parce que ça ne valait pas 20 sous. Ça valait 0 $. Et comme de fait, environ 1 an ou 18 mois plus tard, la compagnie, elle a déclaré faillite. Puis ils ont fermé, puis ils avaient trop de dettes, puis c'était mal géré, puis il avait raison. Ça valait 0, ça valait rien. Mais même si ça avait valu, exemple, 5 sous, puis tu le vois aller de 4 $ à 20 sous, et tu te dis, oh my God, je l'ai vu à 4 $ et là, en 3 ans, c'est rendu à 20 sous, ça fait aucun sens. Mais encore ça, c'est un billet d'ancrage. Parce que ce n'est pas parce qu'il est allé de 4 $ à 20 sous que c'est un bon prix. Parce que si ça vaut 5 sous, ben il est toujours 4 fois plus évalué que sa vraie valeur, surévalué. Quand il était à 4 $, c'est juste que les gens étaient complètement malades mentales. À 3-4 $, le prix était surévalué à un extrême. Puis à 20 sous, ben, il est plus surévalué à un extrême. Il est surévalué. Mais il est encore surévalué parce que ça vaut 5 sous. Puis dans ce cas-là, c'était même pas 5 sous. C'était littéralement 0. Puis ça, c'est quelque chose qui l'explique. Si ça vaut 5 sous, tu ne l'achètes pas à 5 sous. Si j'achète quelque chose qui vaut 5 sous à 5 sous, je ne peux pas faire de profit. Il faut que j'achète quelque chose qui vaut 5 sous, à exemple 2 sous ou 3 sous. Mais comme j'ai dit, dans ce cas-là, ça valait 0. Et comme de fait, ça a fait faillite et ils ont fermé. Mais souvent, les gens vont avoir ce billet d'ancrage par rapport à un prix. Et ça amène aussi souvent les gens à ne pas vouloir évaluer la valeur, mais à vouloir évaluer le temps. Mais évaluer le temps, c'est absolument impossible. Il y a beaucoup de statistiques qui montraient, justement, avec Benjamin Graham, Tony Robbins aussi, on a parlé dans ses livres de finances avec Ray Dalio, comme quoi, en général, tu as environ 4-5 vraiment bonnes journées pour acheter dans l'année, puis 4-5 des pires journées. Et la majorité des gains ou des pertes viendraient de ces 4-5 journées-là. Autant pour investir que trader. Mais là, maintenant, ce qu'il explique, c'est théoriquement, il faudrait que tu sois majoritairement hors de ces 5 journées-là et majoritairement dans les 5 meilleures journées pour pouvoir être rentable. Mais c'est quoi tes chances de trouver exactement 3 sur 5 des meilleures journées au bon moment? Là, c'est pas juste trouver 3 sur 5 des meilleures journées. C'est 3 sur 5. Il faut que tu captures minimum 3 sur 5 sur 365. C'est encore plus compliqué parce que je pourrais être chanceux puis avoir une fois sur 365. Mais là, je dois avoir 3 minimum sur 365 des positifs puis pas des négatifs. Ça va dans les deux sens. Fait que statistiquement, c'est extrêmement improbable. Et là, j'essaie de timer le marché. Et il y avait des statistiques qui montraient, c'était une période de 10 ans, je ne sais plus de quelle année à quelle année, dans les années 80, que Benjamin Graham montrait justement les meilleurs fonds qui étaient très concentrés à essayer de timer le marché. Ils avaient fait en 10 ans environ 11 ou 12 %. Puis quand on dit ces meilleurs fonds-là, c'était comme 3 % des fonds, des 150 meilleurs fonds. Donc déjà, tu passes de comme 1500 à 150. Tu prends les 10 % des meilleurs fonds institutionnels et sur cela, il y en a comme 3 % qui ont réussi à timer le marché et à rester profitables et ils ont fait environ plus 11 % par année. Mais à ce même moment-là, si tu avais investi dans le SP500, c'était ce fonds-là qu'ils essayaient, les fonds, c'est ça qu'ils essayaient de timer, tu aurais fait plus 18 %. Wow. Juste en achetant et en faisant rien et en réinvestissant des dividendes, par exemple, au lieu de venir essayer de timer le marché à plusieurs reprises dans l'année. Ensuite, ils ont pris des fonds qui, eux, ils essayaient juste de calculer la valeur. Puis c'était la même chose. C'était les élites des élites. C'était comme le 10 % puis ensuite le 3 %. Mais si on compare les deux élites des élites ensemble, les autres, ils ont fait entre 20 à 30 %. So, certains d'entre eux étaient environ à la même valeur que le SP500. Puis ceux qui ont mieux fait, ils ont fait environ 10 % de plus, on va dire, que le SP500 qui avait fait 18. Sauf que 28 % par exemple, c'était presque 3 fois plus que ceux qui ont fait 11-12 % en essayant de timer le marché. Mais c'est parce que timer le marché, tu ne peux pas. Timer le marché, ça t'amène automatiquement vers une spéculation. Je spécule sur qu'est-ce qui pourrait arriver et quand.
veux pas, dès que j'essaie de timer le marché, je deviens plus un spéculateur qu'un investisseur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver quand. Tandis que les grands fonds ou les gros investisseurs comme Ray Dalio, Warren Buffett, Charles Munger, qui était le partenaire à Warren qui est mort, Benjamin Graham, Howard Marks, merde, combien il va falloir citer? On parle des meilleurs de tous les temps, là. On parle des Michael Jordan, des Lionel Messi, de la freaking, je me contrôle, finance et investissement. Et sans aucun doute, chacun d'entre eux dit que timer le marché, c'est pas possible. Ce que tu dois faire, c'est contrôler la perte et trouver le prix d'achat. Tu dois passer ton temps à minimiser les pertes et le risque. Et la meilleure façon de le faire, c'est évaluer les meilleurs actifs, la meilleure qualité au meilleur prix possible. Parce que je peux évaluer le prix que quelque chose devrait valoir. Peut-être que ça ne va pas être parfait et précis et il y a une petite touche spéculative dedans. Oui, mais c'est quand même pas mal moins spéculatif et beaucoup plus précis que essayer de timer. C'est quand il va pleuvoir ou que la voiture noire va passer ou c'est quand la prochaine moto qui passe devant le bureau. Et tu as les meilleurs investisseurs du monde qui le répètent encore et malgré ça, monsieur, madame, tout le monde, ils essayent de timer le marché puis de s'exciter à timer le marché, puis c'est quand que ça va arriver, puis là, les élections, puis ci, puis ça. Alors que les plus gros investisseurs qui valent des milliards, qui ont des ordinateurs, des serveurs, des équipes complètes, ils ont abandonné l'idée parce qu'ils disent c'est pas comme ça que tu te rends là. Et on parle de gars qui valent des milliards. Mais après, tu as monsieur, madame, tout le monde qui essaye de timer le marché en regardant Instagram puis les nouvelles sur CNN. Ouais, ben c'est un peu... Je peux le comparer un peu au trading. Tu sais déjà qu'est-ce que je pense des patterns, right? Je pense que les patterns, c'est une des plus pires choses qu'on peut regarder sur le marché lorsqu'on fait du trading. Et lorsqu'on voit un pattern, ben, certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste rentrer directement. Certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? C'est lorsqu'ils ont une stratégie, puis félicitations s'ils ont trouvé une stratégie puis ça fonctionne pour eux, mais les stratégies vont seulement fonctionner en longtemps que le marché n'a pas changé. Une stratégie va seulement fonctionner en longtemps que le marché n'a pas évolué. Alors, c'est rien de mauvais d'avoir une stratégie, sauf si tu comprends pas pourquoi que ta stratégie fonctionne. Ouais, c'est ça. Right? C'est faut ça. que tu aies une stratégie dynamique, Ouais. que tu comprennes le marché et que ta stratégie est en fonction du marché, que tu sois capable de la rendre dynamique et évoluer avec justement les différentes dynamiques qui vont arriver dans le marché. Sinon, ça ne marche pas. Puis je sais qu'une des choses les plus utilisées, c'est le Bitcoin Rainbow, right? L'arc-en-ciel du Bitcoin. Et c'est correct. Si tu veux l'utiliser, utilise-le en autant que tu comprends pourquoi le prix, où ce qu'il est, à la place de regarder le temps, tu regardes la valeur de ce prix. Right? C'est quoi le mot que tu disais? TVL? Non, pas TVL. Non, laisse faire, c'est quelque chose d'autre. Mais tu regardes la vraie valeur. Et la valeur intrinsèque. La vraie valeur intrinsèque, right? So, mais ça? Le truc avec les trucs comme le Rainbow truc de Bitcoin, puis Bitcoin les P-Cycle, puis toutes ces affaires-là, c'est que souvent les gens vont l'ouvrir et te dire « Ben non, regarde, ça a marché à tel moment. Mais non, regarde, ça a marché à tel moment. Mais non, regarde, ça a fonctionné cette fois-ci. » Ils se font conditionner. Ils se font conditionner, exactement. C'est littéralement un biais de confirmation. Ils perçoivent seulement les moments où ça a fonctionné. C'est comme dans une relation. Tu sais, quand on dit l'amour rend aveugle, puis qu'au début de la relation, les gens, ils voient juste qu'est-ce qu'ils aiment, mais pas qu'est-ce qu'ils aiment pas. Puis avec le temps, quand les hormones, parce que c'est la réalité, toutes les drogues dans ton corps retombent, tout d'un coup, tu commences à voir qu'est-ce que tu n'aimes pas, puis là, la relation s'éloigne ou finalement, c'est pas ce que tu pensais. Parce qu'au début, tu es en état d'euphorie et tu as plein d'hormones et de choses à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça qu'on dit l'amour rend aveugle, parce qu'il rend littéralement aveugle. Parce que tu as tellement d'hormones puis de stimulants à l'intérieur de toi que tu vois pas les red flags, tu vois juste les green flags, tu vois juste qu'est-ce que tu veux voir, pas ce que tu veux pas voir. Mais les gens, ils ont ces mêmes choses à l'intérieur d'eux quand ils vont dans le marché. Tu sais, l'amour rend aveugle, puis le marché aussi. Ils vont dans le marché, puis ils se font conditionner, comme tu as dit, et ils voient seulement ces choses-là. Oui, mais ça a fonctionné à tel moment. Oui, mais ça a fonctionné à tel moment. Et ils se créent justement ce que je parlais au début, des biais de confirmation sur le fait que ça a fonctionné à tel moment. Et ça, c'est même sans l'avoir vécu, juste en regardant le graphique. Si en plus, par malchance, ils ont vécu de rentrer et que ça a marché, là, ils pensent encore plus qu'ils ont raison. Puis qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est est-ce que c'est vraiment le rainbow
et le timing du Rambo, ou est-ce que c'est tombé à certains moments dans ce Rambo-là à un prix qui était une vraie valeur et c'est pour ça qu'il y a eu réaction, ou est-ce que c'est un mélange des deux? Mais la réalité, c'est qu'il y a un truc qui est 100% sûr, c'est pas juste le timing. C'est soit du timing et du prix, soit juste du prix, mais c'est 100% pas juste du timing. So, le truc à se dire, c'est est-ce que ces Rambo puis ces choses-là ont vraiment raison ou est-ce qu'ils ont eu raison? Parce que ça s'adapte aussi, ça bouge le Rambo. Fait que quand je regarde en backtest, ça a l'air de faire du sens. Mais ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, ça faisait vraiment du sens parce que c'est un indicateur qui bouge. Il s'adapte, il suit la curve du marché. So, si je regarde en arrière, des fois, ça montre des choses, mais ce n'est pas vraiment ça que ça montrait à ce moment-là en arrière. Puis, encore une fois, oui, des fois, ça va marcher, c'est sûr. Tu peux le mettre sur 20 ans. C'est sûr qu'à certains moments, ça va avoir eu raison. Mais est-ce que ça a eu raison parce que ça avait vraiment raison? Ou est-ce que ça a eu raison parce que c'est tombé par hasard à ces moments-là que le prix matchait l'indicateur? Tu sais, quelque chose que je vais ajouter, c'est que, tu sais, souvent, admettons, lorsque tu as une entreprise, tu veux chercher pour un comptable, quelqu'un qui peut t'aider avec des assurances, quelqu'un qui veut t'aider, on va dire, avec la fiscalité, toutes sortes de personnes dans différentes professions qui, à la fin de la journée, ils vont t'aider à optimiser ton entreprise, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a réalisé avec le temps, moi et Samuel, puis d'autres personnes, nos autres partenaires, c'est que à la fin de la journée, certaines personnes, c'est juste des comptables. C'est pas des comptables et entrepreneurs. C'est juste des gens qui sont des courtiers. C'est pas des courtiers et des entrepreneurs. Et quelque chose que j'admire de Benjamin Graham, c'est ça son nom, c'est comme ça qu'on le dit, right? Benjamin Graham, c'est le fait que le gars, c'est pas juste un investisseur, il comprend la business. Ouais, il a eu des business. Il a eu des business. C'est comme Warren Buffett. Le gars, c'est un gros entrepreneur, oui. Là, c'est pas juste un investisseur. Alors, je pense que même pour vous, pas juste si vous êtes un trader ou un investisseur, mais même pour vous, si vous avez des entreprises, tu sais, c'est important que lorsque vous cherchez préférablement un comptable ou des gens de d'autres professions, ben assurez-vous qu'il y a de l'expérience en business où il y a des business de côté, tu vois, ou qu'il peut connecter des points ou t'aider à voir des perspectives que peut-être tu n'aurais pas vues, tu vois. Cherche un comptable investisseur qui comprend la game aussi ou un comptable entrepreneur ou un comptable entrepreneur investisseur, il comprend what's up et il peut faire les liens dans sa tête. C'est comme si tu me dis de faire des liens avec la culture, je sais pas moi, japonaise, puis je la connais pas nécessairement bien, mais je peux pas faire de pont, je peux pas. Donc, tu sais, il faut qu'il puisse faire ces ponts-là pour pouvoir vous assister. Puis la pire chose à faire, c'est de tomber dans les confirmations, les billets de confirmation, tomber dans les ancrages, comme on a dit, qui nous donnent une perception qu'un prix est bon. Puis tout ce qui est la spéculation, à essayer de prédire et timer le marché, puis Bitcoin va aller à 1 million, puis des choses comme ça. Puis j'ai un side note par rapport à ça, parce que dernièrement, j'ai entendu des gens qui disaient « Hey, BlackRock, ils ont dit que Bitcoin allait à 1 million, c'est maintenant le moment. » BlackRock, on s'est dit en 2020 et 2021 que Bitcoin allait à 100 000. Par exemple, il est monté jusqu'à 68 000 et il a descendu de 18 000. Et maintenant, il est à 100 000. Et les gens vont dire, ben oui, regarde, ils avaient raison. Maintenant, BlackRock est allé à 100 000. Ouais, Bitcoin est allé à 100 000, oui. 4 ans plus tard, quand eux, ils disaient que ça allait aller à 100 000 et que finalement, ça allait jusqu'à 68 et ça a descendu à 18 avant de remonter à 100 000 4-5 ans plus tard. C'est comme si moi, je suis au Canada, on est au mois d'avril présentement, puis je dis, ouais, il va neiger. Fuck yeah, il va neiger. On est au Canada. C'est sûr qu'en décembre ou janvier, il va finir par neiger. Il va y avoir de la neige, là. T'es pas un génie. N'importe qui peut prédire quelque chose, puis ça va potentiellement finir par arriver. Là, maintenant, c'est comme Bitcoin va aller à 1 million. Peut-être un jour, mais en attendant, avant que ce jour arrive, à quel point tu vas te faire massacrer si tu ne comprends pas vraiment le marché. Comme Bitcoin va aller à 100 000, ouais, il est allé 5 ans plus tard. Avant ça, il a fait 68 à 18. Tu sais, il faut toutes les prédictions, puis tout ça, puis les gens qui s'appuient justement sur des trucs comme BlackRock et tout, faites bien vos recherches et confirmations avant de croire tout ça. That's it. Ben, je te laisse terminer les derniers mots. J'ai pas plus à dire. Restez constant, restez discipliné, arrêtez d'être émotionnel et de vouloir gagner vite. Arrêtez d'essayer de timer le marché, de vous faire exciter par les nouvelles puis toutes ces choses-là. Puis
Puis voilà, quoi. Puis si vous voulez comprendre vraiment la vraie valeur d'un actif, du prix, ben contactez-nous. Ça nous fera plaisir de vous aider à aller à un autre niveau. Alors, guys, 100%. ça va être tout. Merci. On se voit dans le Let's prochain go. épisode.